Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour voir les bases du jeu Horus Heresy. C'est un jeu que j'apprécie énormément et dont je suis très fan de la réédition en version 2.0. Une brève présentation, Horus Heresy se passe en l'an 30 000, en 30K, soit 10 000 ans avant le jeu bien connu qui est Warhammer 40 000. C'est un jeu où on va jouer beaucoup de Space Marines contre des Space Marines parce que c'est l'hérésie d'Horus, Horus étant un primarque des 18 légions originelles de Space Marines qui se sont rebellés. Le truc fait bien que 18 ça fait 9 contre 9 et donc il y a eu 9 hérétiques et 9 loyalistes qui se sont battus dans une guerre fratricide de Space Marines et même de l'Imperium en général, et c'est pour ça que vous pourrez aussi jouer des armées comme les Chevaliers Impériaux, les Custodes, la Solar Auxilia, etc. etc. Jouer des Space Marines contre des Space Marines en faction principale, c'est vraiment ça le cœur du jeu, ça rend le jeu très équilibré, parce qu'effectivement il n'y a que quelques unités spéciales par légion et quelques règles spéciales par légion qui vont différer, mais sinon on sera sur une base commune. Ça fait donc un jeu extrêmement équilibré et c'est même peut-être le jeu le plus équilibré de Games Workshop. Et ce qui est bien, c'est que les autres armées, comme il n'y en avait pas beaucoup à intégrer, ont pu être équilibrées sur cet équilibre de Space Marine, ce qui en fait un jeu vraiment tip-top niveau équilibrage. Comme tous les jeux Game Workshop, Horus Heresy se joue au tour par tour, c'est-à-dire que je vais faire un tour complet, puis mon adversaire fera un tour complet, etc. jusqu'à la fin de la partie. Un tour regroupe plusieurs phases qu'on verra du coup plus tard dans cette vidéo. Horus Heresy se différencie des autres jeux Game Workshop par son réalisme beaucoup plus poussé. Et effectivement, il y a énormément de règles spéciales et de petits points en fait qui sont détaillés dans les règles pour coller le plus possible au réalisme, ce qui nous donne du coup évidemment des règles générales très denses. Mais ne vous en faites pas, aujourd'hui on va voir surtout les bases, vraiment les bases. On va omettre volontairement plusieurs règles de la même façon que quand vous commencez Warhammer 40 000, vous n'allez pas commencer en utilisant toutes les règles de base et toutes les règles de votre codex, tous les stratagèmes, tous les traits de guerre, les trucs, etc. C'est pas top pour commencer, ça fait beaucoup trop d'informations. Donc de la même façon, là on va jouer avec les règles de base en oubliant quelques règles spéciales qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos ou alors je vous dirai comment les trouver. Aujourd'hui donc à la fin de cette vidéo, vous devriez pouvoir faire largement votre première partie avec la boîte de base Horus Heresy qui fait 225 € disponible sur le site de Games Workshop. Avant toute chose, on va voir les caractéristiques de vos figurines. C'est en lisant ces caractéristiques que vous pourrez les jouer. C'est donc assez important et ça passera avant tout le reste. Les caractéristiques de vos figurines pour les Space Marines se trouvent dans les Liber Astartes et Hereticus. Plus tard, Games Workshop sortira, normalement cet été je crois, le Liber qui contiendra les armées Imperium, Mechanicus, etc. Et puis le Liber avec les armées du style Custode, Chevalier et tout ça. Il y aura sûrement d'autres Liber plus tard. En tout cas, toutes les règles des unités de votre armée se trouvent dans le Liber qui contient cette armée. Typiquement devant moi j'ai des Dark Angels, c'est la première légion des Space Marines, elle est une légion loyaliste et ces règles se trouvent donc dans le Liber Astartes. Et les Thousand Sons face à moi sont la 15e légion Space Marine, ce sont des hérétiques, leurs règles se trouvent donc dans le Liber Hereticus. On a donc ici le nom de l'unité, son coût en points qui est ici, les caractéristiques sont juste en dessous, on va les détailler juste après, et pour le reste ce sont des informations, des équipements et options d'équipements supplémentaires avec les valeurs en points à ajouter à chaque fois que vous remplacez le dit équipement. Voilà donc comment se présentent les statistiques. À quoi correspondent toutes ces lettres? Bien sûr, on verra tout ça en application pendant l'explication des phases, bien évidemment. M, ça veut dire mouvement, ça donne la valeur maximum en pouces que votre unité peut parcourir. Ici, typiquement, sur un Space Marine légionnaire standard, on est à 7, il peut donc marcher de 7 pouces. CC et CT, respectivement capacité de combat et capacité de tir, ce sont des valeurs fixes qui nous donneront le résultat des touches à obtenir avec les dés en fonction de tableaux présents dans le livre de règles. Par exemple ici, une CC de 4 qui est comparée à une CC de 5 d'un adversaire, on touchera donc au corps à corps sur du 5+. De même, une CT de 4 nous donnera une touche de 3+ au tir, quand une CT de 5 nous donnera 2+, et une CT de 3, 5+, etc. Ces tableaux se trouvent dans le livre de règles. F et E pour force et endurance, ce sont deux caractéristiques fixes que l'on comparera aux caractéristiques adverses de force et d'endurance en fonction des cas pour savoir sur quelle valeur on blesse, valeur avec un D6, encore une fois. Mais également à quelle valeur on est blessé. PV qui signifie bien évidemment point de vie, c'est une caractéristique fixe qui diminuera à chaque fois que vous subirez une blessure. Si cette caractéristique tombe à 0, la figurine est morte et retirée du jeu.
I, c'est l'initiative. Si jamais vous jouez à 40K, c'est nouveau pour vous. Cette caractéristique détermine la vivacité de votre unité. Plus elle est haute, mieux c'est. Elle est utilisée dans beaucoup de mouvements, mais aussi et surtout pour savoir qui tapera en premier au corps à corps. Effectivement, plus vous êtes vif, plus vous tapez vite. Vous pouvez même être tellement vif que vous allez taper avant d'autres figurines et qui mourront sous vos coups et ne pourront jamais taper du tout. A, qui signifie bien évidemment attaque, donne le nombre de dés pendant les combats que vous allez jeter au corps à corps. CD, qui signifie commandement, ça détermine le moral de vos troupes, bien évidemment, plus la valeur est haute, mieux c'est. Et enfin SV pour sauvegarde, qui vous donne le résultat à obtenir sur un D6 pour ignorer une blessure que vous avez subie. La plupart de ces caractéristiques ne peuvent jamais excéder 10, et donc en général, plus cette caractéristique est haute, mieux c'est. Typiquement une initiative de 10, c'est vraiment incroyable, je ne sais d'ailleurs même pas si ça existe, parce que vous taperiez littéralement avant toutes les figurines présentes dans ce jeu. Voici donc la base de la lecture de vos fiches techniques. Pour pas que ça soit trop indigeste, on verra la suite dans la deuxième partie de cette vidéo en poussant un tout petit peu plus loin la lecture. On va donc maintenant passer au déroulement du tour. Donc, le résumé du tour. Le tour se décompose en 5 étapes. Premièrement, le début du tour. C'est ici qu'on va résoudre des règles spéciales ou autres règles tout court qui rentrent en vigueur au début du tour, avant que celui-ci ne commence. Au début, vraiment, vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter, vous allez très souvent passer cette étape. L'étape 2, c'est la phase de mouvement, la 3, c'est la phase de tir, et la 4e étape, c'est la phase d'assaut. On verra ces phases détaillées juste après. Et enfin, la 5e et dernière étape est l'étape de fin de tour. Là aussi, comme à la première étape, il y aura des règles qui interviendront à ce moment-là, une fois que tout le tour est terminé, et c'est aussi à ce moment-là que, dans la plupart des cas, on marquera les points des objectifs, des missions, etc., etc. On passe donc à la phase de mouvement. C'est donc la phase dans laquelle vous allez bouger vos figurines en fonction de la caractéristique M de votre profil. Pour mesurer les distances de vos figurines, je vous invite à acheter un remètre ruban qui vous donne les valeurs en pouces, ou alors, bien évidemment, dans votre boîte de base, vous avez une petite réglette rouge qui fait 18 pouces et qui du coup vous permet de mesurer jusqu'à 18 pouces. Or, si jamais vous avez une arme qui tire à 24 pouces, vous allez être bien embêté. Contre un mètre ruban qui va jusqu'à 100 pouces, je crois. 120 pouces. Chose très importante, quand vous mesurez votre distance, si vous mesurez depuis le début de votre socle, le début de votre socle ne dépassera jamais la distance, parce que sinon vous allez gratter, bien évidemment, la distance de votre socle, et c'est pas bien, on ne gratte pas. Horus Heresy se voulant très réaliste, la plupart des terrains vont avoir un effet sur votre phase de mouvement, vos charges, etc. Typiquement, ici, vous avez un cratère. Ce cratère est un terrain difficile. Si jamais vos figurines le traversent, elles auront un malus parce qu'elles sont passées dans un terrain difficile à leurs caractéristiques de mouvement. Un terrain difficile enlèvera 2 à votre caractéristique de mouvement. Vos Space Marines qui bougent de 7 ne bougeront alors plus que de 5. Si jamais votre caractéristique de mouvement ne vous suffit pas pour telle ou telle raison et que vous essayez de bouger plus, vous pouvez le faire en sprintant. Pour sprinter, c'est facile, vous prenez votre caractéristique de mouvement, ici 7 pouces, et vous ajoutez la valeur d'initiative de votre unité, ici 4. Par exemple, cette unité pourrait bouger alors de 11 pouces au lieu de 7 en sprintant. En contrepartie de ce sprint qui demande quand même pas mal de concentration, les figurines de cette unité ne pourront ni tirer à la phase de tir suivante, ni charger à la phase d'assaut suivante. Vos unités sont en cohésion d'unité, c'est-à-dire qu'il doit y avoir toujours au maximum 2 pouces qui séparent 2 figurines d'une même unité. Peu importe le mouvement que vous entreprenez, vous devez toujours garder votre cohésion d'unité, c'est-à-dire qu'il doit toujours y avoir au maximum 2 pouces qui séparent 2 figurines d'une unité. Vous pouvez donc les faire comme vous voyez sur ce tableau, en diagonale, en ligne, en croix, comme vous voulez, tant que toujours une figurine est à 2 pouces de l'autre de son unité. Une fois que vous avez bougé toutes les unités que vous vouliez déplacer à ce tour, votre phase de mouvement se termine et la phase de tir commence. On est donc à la phase de tir. La phase de tir se divise en 7 séquences. Elles sont écrites dans le livre de règles et sont les suivantes. Vous allez devoir d'abord choisir une unité qui va tirer, puis désigner une cible. Ensuite, vous choisirez une arme avec laquelle vous allez tirer, faire des jets de touche, faire des jets de blessure, retirer les pertes et enfin sélectionner une autre arme de tir si jamais c'est possible. Auquel cas, vous recommencerez à l'étape toucher, blesser, retirer les pertes. Et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les armes pouvant tirer d'une unité aient tiré, et ensuite vous pouvez passer du coup à une autre unité de votre armée qui pourrait tirer en phase de tir et dont vous voulez
qu'elle tire. La plupart du temps, les figurines d'une unité auront quasiment toujours les mêmes armes. Typiquement ici, dans nos 2 escouades de Space Marine, il y a 9 bolters et un pistolet bolter. Donc du coup, on va faire les 7 séquences de tir pour les bolters, puis juste pour un pistolet plasma, touche, blesse et retirer les pertes, et puis ça sera terminé. Si parfois certaines figurines, comme par exemple les Space Marines, sont équipées de plusieurs armes comme un bolter et un pistolet bolter, ça ne veut pas forcément pour autant dire qu'elles peuvent utiliser les deux. Il va falloir choisir. Dans ce cas-là, on prend la meilleure des deux qui est le bolter, mais certaines unités comme typiquement le Dreadnought qui est disponible dans la boîte de base que vous avez peut-être acheté, lui, en tant que bon gros véhicule bien vénère, peut utiliser toutes ses armes de tir, à savoir une arme dans sa main, un fusil ou un canon ou un bolter qu'il a sur son deuxième bras, et si jamais vous les avez mis, des lance-missiles sur sa carapace. Mais la plupart des unités d'infanterie de base ne peuvent utiliser qu'une seule arme à la phase de tir. Vous suivez donc ces instructions pour chaque unité de votre armée que vous voulez faire tirer, et la phase de tir se terminera après tout ça. Par exemple, on va donc choisir cette unité de tactique Thousand Suns pour tirer sur cette unité de tactique Darkangel. À Horus Heresy, les figurines ont chacune une ligne de vue propre, c'est-à-dire que, par exemple, ici, les figurines qui sont ici voient quasiment la totalité de l'armée, y compris cette figurine. Mais bien évidemment, en aucun cas, aucune ne voit ces 2 figurines qui sont cachées derrière le bâtiment. Elles ne pourront donc jamais être prises pour cible et ne pourront donc même pas mourir du tout pendant cette phase, même si jamais les Space Marine Thousand Suns font beaucoup plus de morts que les 8 figurines présentes ici. Puisqu'elles n'étaient pas visibles, elles ne sont pas ciblables et donc elles ne peuvent pas mourir. Et si on va un petit peu plus par ici, on peut voir qu'à partir de cette figurine ici, on ne peut plus viser la figurine qui est ici et qu'on avait vue avant. Elles peuvent cependant bien évidemment viser les autres figurines de l'unité si jamais la portée est possible. On commence donc la séquence avec les bolters. Comme vu plus tôt, la CT de 4 des Space Marines les feront toucher à 3+. On a 9 Space Marines qui tirent avec leur bolter. Cette arme est une arme de type tir rapide, c'est-à-dire qu'on fait 2 tirs quand la cible est à mi-portée de l'attaque. Ici c'est 12 pouces parce qu'un bolter se tire jusqu'à 24 pouces. On vérifie toujours avec le maître ruban au cas où, et toutes les figurines sont au moins à 12 pouces d'une figurine de l'unité ennemie. Elles vont donc faire des tirs rapides. On a donc 9 Space Marines qui tirent en tir rapide avec leur bolter qui touchent à 3+. C'est pas foufou. Un bolter a une force de 4 sur une endurance de 4 pour les Space Marines adverses. Le tableau de blessure nous indique donc qu'on blesse sur du 4+. On relance donc les jets qui ont touché pour blesser. On obtient donc 2 blessures. C'est vraiment pas foufou. Chaque blessure représente un point de vie, mais bien évidemment, les Space Marines ne vont pas à la guerre tout nus. Ils ont une puissante armure énergétique qui leur confère une sauvegarde de 3+. L'adversaire va donc jeter les dés de blessure et annulera sur du 3+, la sauvegarde d'armure de leur figurine, les blessures. Il en rate une et en réussit une, c'est-à-dire qu'une figurine de son unité qu'il peut choisir, mais pas celle qui n'était pas en ligne de vue, va avoir sa caractéristique de points de vie tombée à 0, parce que 1 moins 1, 0, et sera donc morte et retirée du jeu comme perte. Les bolters ont tiré, on va donc passer à l'arme suivante du sergent qui est un pistolet plasma. Il a les mêmes caractéristiques que ses copains, on jette donc un seul dé parce que c'est un pistolet, il touche à 3+, il a touché. Le fusil plasma a une force de 7, c'est énorme, sur une endurance de 4, le tableau nous indique qu'on blessera donc sur du 2+. Il relance le dé. Il obtient un 5. À Horus Heresy, certaines armes ont des règles spéciales communes à pas mal d'armes. Le pistolet plasma a la règle spéciale brèche 4+. Cela signifie qu'à chaque fois qu'il fera un jet de blessure de 4 ou plus, la pénétration d'armure, la PA, de son arme passera à 2 au lieu de 4. Bah dis donc Jamie, c'est quoi la PA? À Horus Heresy, il n'y a pas de modificateur de sauvegarde d'armure. C'est assez tranchant et les sauvegardes, vous les avez ou vous les avez pas, point barre. Typiquement, une sauvegarde d'armure de Space Marine sera impactée par les PA 3. C'est-à-dire que la PA3 va annuler toutes les sauvegardes à 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, enfin il n'y a pas de 7 mais vous avez compris l'idée. Et donc, un pistolet plasma qui ne fait pas brèche, donc qui ne blesse pas avec un 4 ou plus, aura une pénétration d'armure de 4 et ne blessera jamais un Space Marine aussi fort qu'avec la règle brèche. Le Space Marine aura donc sa sauvegarde d'armure à 3. Avec la règle brèche, il est à PA2 et il annule carrément
toutes les sauvegardes à 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. Il n'y a pas de sauvegarde à 7, je l'ai déjà dit. La meilleure sauvegarde du jeu étant de 2+, une PA2 va annuler toutes les sauvegardes d'armure du jeu. C'est donc très très fort. Et c'est pour ça que ce Space Marine meurt sans aucune sauvegarde et est directement retiré comme perte. Cependant, ne vous inquiétez pas, il existe d'autres sauvegardes comme par exemple la sauvegarde de couvert ou les sauvegardes invulnérables qui peuvent du coup vous permettre d'avoir une sauvegarde sur des armes aussi destructrices que les armes PA2, 3, etc. On a vu ici deux types d'armes, l'arme tir rapide et l'arme pistolet. Il en existe bien d'autres qui sont du coup disponibles dans le livre de règles. On va les voir là vite fait juste après et je vous conseille d'aller les lire, mais de lire uniquement celles dont vous avez besoin pour le moment, à savoir surtout lourde, qui est pas mal d'armes qui peuvent être équipées dans votre boîte de base, notamment les canons laser du Spartan ou encore les armes du Contemptor. Dans notre exemple, nous avions qu'une seule unité qui tire, elle l'a fait, on va donc pouvoir passer à la phase suivante, la phase d'assaut, mais avant ça, un petit bref point sur quelques petits trucs à éclaircir. Voici donc le tableau du livre de règles dont je vous parlais qui résume les profils les plus courants des armes avec leur portée et si elles peuvent ou non charger, parce qu'effectivement en fonction du type, ça vous permet ou non de charger. Vous remarquez par exemple que l'arme lourde qui a bougé fera un tir au jugé. Et les tirs au jugé, c'est-à-dire qu'on ne touchera que sur du 6, peu importe les modificateurs. Un tir au jugé ne touche toujours que sur du 6. Je vous laisse faire pause pour pouvoir apprécier ça ou alors ouvrir votre livre de règles. Il existe également des armes qui ne tirent pas normalement comme on vient de le voir mais qui utilisent ces petites choses qui sont des gabarits. Vous avez deux gabarits d'explosion et un gabarit en forme de goutte de l'arme qui est un gabarit de arme à souffle. Il y a des flammes qui sont dessinées dessus, c'est joli. Typiquement les armes à gabarit de souffle ont pour portée non pas une valeur en pouces comme les autres armes mais souffle, il y a écrit souffle. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre votre petit gabarit, le mettre au bout de votre socle et toucher un maximum d'unités ennemies. Pour les gabarits de lance-flamme, c'est facile, vous posez le bout du gabarit sur le bord de votre socle et vous essayez de couvrir le maximum de figurines ennemies. Toutes les figurines recouvertes par le gabarit, même partiellement comme celle-ci, subiront une touche. Les armes à explosion, elles, ont dans leur type explosion 3 pouces pour le petit gabarit ou grande explosion, entre parenthèses 5 pouces pour le grand gabarit. Pour les armes les plus puissantes à Horus Heresy, comme par exemple le canon de ce chevalier impérial, je sais les règles ne sont pas encore sorties, mais aux dernières nouvelles ça tirait avec des gros gabarits, on utilise des gabarits. Pour ce faire, vous placez le centre du gabarit sur une figurine de l'unité visée. Celle-ci par exemple. Et puis vous allez jeter ce dé bizarre avec des flèches et des symboles qu'on appelle hit à côté. Là, on a eu une flèche qui va par là-bas, et 6 et 4. Le tir va donc dévier de 10 moins la capacité de tir de 4 de notre ami le chevalier et va donc se déplacer de 6 pouces vers là-bas. On essaye de respecter autant que possible la flèche, et le centre du gabarit se déplace de 6 pouces. On a donc ici aucune touche. C'est dommage. Heureusement, le chevalier tire 2 fois, il repose exactement au même endroit, mais il aurait pu changer si jamais ça lui donnait l'envie. Il retire, et il obtient un hit. C'est-à-dire que là, les dés sont ignorés, il a touché exactement où il voulait, et dans ce cas précis, 5 figurines sont sous le gabarit, exactement comme sous le gabarit de lance-flamme, même partiellement où vous êtes touché. Ça fait donc 5 touches de cette arme-là, contre l'unité. On résout après la suite des blessures et des sauvegardes normalement. Pour le gabarit, vous n'avez pas le droit de volontairement viser une figurine avec le centre du gabarit qui pourrait toucher votre figurine alliée. Ça, c'est impossible. Cependant, si jamais vous mettez le gabarit sur une unité et que, par un malheureux hasard, comme ça, hop, ça déviait de 6 pouces vers tout pile, malheureux, c'est dommage, votre unité, hop, et bien là vous pourriez totalement vous blesser, et là les 5 Terminators alliés à ce beau chevalier seraient touchés, et aucun Archangel méchant en face ne serait blessé. On passe donc enfin à la phase d'assaut, dernière phase de notre tour. La phase d'assaut est divisée en deux sous-phases, la sous-phase de charge et la sous-phase de combat. Vous allez donc faire vos mouvements de charge en sous-phase de charge et vous allez donc combattre les unités qui sont engagées au corps à corps en sous-phase de combat. La sous-phase de charge se déroule en 4 étapes. Première étape, vous allez désigner une unité pour qu'elle charge. Deuxième étape, vous allez désigner une unité pour recevoir la charge. Troisième étape, vous allez prendre 2d6 et les jeter. La somme des dés vous donne la distance en charge que vous pouvez parcourir. C'est facile, soit c'est assez pour arriver au contact, auquel cas
on va y aller, soit c'est insuffisant et la figurine fera un mouvement d'élan. On va voir ça avec un exemple. Voyons donc les charges avec un exemple concret. Les Thousand Suns ici veulent charger les Dark Angel juste ici. On mesure quelle est la figurine la plus proche, et la figurine la plus proche est celle-ci à 7 pouces du sergent adverse. La distance de charge à obtenir est donc de 7. Ils jettent 2d6 et obtiennent 8. La charge est donc réussie. Pour déplacer l'unité lors d'une charge, on déplace toujours d'abord la figurine assaillante. C'est celle qui était la plus proche. Elle se déplace en ligne droite le plus rapidement possible par le chemin le plus court, en contact socle à socle de l'unité ennemie. Le reste de l'unité, quant à lui, se déplacera comme il le souhaite dans la direction qu'il veut, tant qu'il arrive plus proche de l'unité adverse de la distance donnée par la charge, modificateur inclus si jamais il y en a. Comme on l'a vu d'ailleurs en phase de mouvement, si jamais une seule figurine de l'unité avait traversé le terrain difficile, il y aurait eu un malus au mouvement et la charge aurait été désordonnée. Une charge désordonnée, c'est pas bien. Il faut pas faire ça. Toutes les figurines doivent bien évidemment garder leur cohésion d'unité de 2 pouces maximum. Si les Thousand Suns avaient obtenu 5 à leur lancer de dés, ils auraient fait un mouvement d'élan de 5 divisé par 2 arrondi au supérieur, donc 2,5, 3, et ils auraient donc bougé de 3 pouces en avant. Ensuite, on arrive à la sous-phase de combat. La sous-phase de combat se déroule par ordre d'initiative, comme je l'avais dit tout à l'heure. Effectivement, on va résoudre les combats par ordre d'initiative en commençant par 10, initiative 10. Donc toutes les figurines à initiative 10 taperont puis celle à 9, puis celle à 8, puis celle à 7, etc. jusqu'à initiative 1. C'est un peu comme quand on fait la queue à un guichet, quand c'est votre tour, vous y allez. Les figurines vont donc taper quand on arrive à leur initiative. Ne vous inquiétez pas, on aura un exemple concret qui va reprendre tout ce que je vais dire juste après. Quand on arrive à leur rang d'initiative, les figurines font un mouvement de mise au contact de 3 pouces, ce qui vous permet de maximiser le nombre de figurines qui pourront taper au corps à corps. Effectivement, pour pouvoir taper au corps à corps, il faut soit être en contact socle à socle avec une figurine ennemie, soit être à 2 pouces d'une unité elle-même en contact socle à socle. Si c'est plus, c'est tant pis. Notez bien que pendant votre sous-phase de charge, vous ne pouvez à aucun moment rompre volontairement la cohésion d'unité. Une fois qu'elles sont toutes en contact, on va faire du coup le corps à corps. Le corps à corps se déroule à peu près comme la phase de tir. On va faire des jets de touche, puis des jets de blessure et enfin des jets de sauvegarde s'il y en a. Là où ça diffère beaucoup, c'est que pour les jets de touche, on ne va pas comparer votre CT à une valeur fixe, mais votre CC à la CC adverse, capacité de combat, capacité de combat. Dans votre boîte de base d'ailleurs, vous avez une petite fiche de référence dans laquelle vous avez justement ce tableau. C'est assez pratique et comme c'est léger, ça fait quand même 4 pages très utile à trimballer partout avec vous. On va donc lancer léger pour toucher, puis léger pour blesser et enfin les sauvegardes, et si jamais il y a eu des pertes, retirer les pertes. Il est très important de noter que 2 unités qui combattent au même rang d'initiative vont le faire exactement en même temps, même si, pour des raisons de clarté, on lancera d'abord les dés d'une unité, puis ensuite les dés d'une autre. Si jamais typiquement là, sur mes 10 Thousand Suns au corps à corps avec mes 10 Dark Angel, il y a 3 Dark Angel qui meurent, on les recule un petit peu, mais on les laisse sur la table et on les enlèvera que quand ils auront tapé également, parce qu'on est au même rang d'initiative. Si les Thousand Suns avaient eu une initiative supérieure, par exemple 2-5, et eux, les Dark Angel 2-4, ils auraient tapé avant, et du coup ces 3 pauvres figurines seraient mortes au rang d'initiative 5, et du coup n'auraient jamais pu taper à leur rang d'initiative 4, puisque déjà mortes. Une fois que tous les rangs d'initiative seront passés, donc qu'on aura résolu les potentielles attaques du rang initiative 1, il va falloir savoir qui gagne le combat. Pour ça, c'est très facile. Vous comparez le nombre de PV perdus, donc si jamais une figurine a 2 PV, ça compte pour 2, vous comparez le nombre de PV perdus et celle qui en a perdu le plus perd le combat. À ce moment-là, elle devra faire un test de morale. Les tests de morale se font en jetant 2 dés. Si le résultat est égal ou inférieur à la valeur de commandement la plus haute disponible dans l'unité, le test est réussi. Si jamais le test de morale rate, l'unité partira en déroute et s'enfuira du combat. Si jamais une unité perd un combat, rate le test de morale et fuit en déroute, elle devra donc fuir de 2 des 6 pouces en direction du bord de table de son déploiement. Si jamais tel est le cas, l'unité qui a gagné le combat peut effectuer, si elle le souhaite, une percée. La percée pourra potentiellement détruire toute l'unité qui fuit. Alors oui, c'est il vaut mieux pas avoir les chocottes. Pour effectuer une percée, c'est facile, les 2 unités vont jeter un dé et ajouter leur valeur d'initiative. Si jamais l'unité qui a gagné le combat gagne ce jet de dé, c'est-à-dire qu'il est supérieur,
l'unité qui fuit sera alors entièrement détruite et retirée de la table. Si jamais l'unité qui a perdu le combat ne fuit pas parce qu'elle a réussi son test de commandement, les deux unités feront un mouvement d'engagement de 3 pouces pour encore une fois maximiser le corps à corps et resteront au corps à corps pour le tour d'après. Et une fois qu'on a résolu le combat, si le gagnant du combat n'est plus en contact socle à socle avec aucune figurine de l'unité ennemie, pour quelque raison que ce soit, qu'elles aient fui, qu'elles soient mortes, ou même qu'il y ait eu trop de trous sur des unités trop grandes, l'unité peut consolider. Elle fait un mouvement de 3 pouces dans la direction qui lui plaît. C'est tout pour la sous-phase de charge. On va faire du coup une petite note sur cette phase complète qui est la phase d'assaut avant d'arriver à l'exemple. Charger une unité vous donne un bonus de +1 en attaque, par figurine. Il est possible qu'une des deux unités engagées au corps à corps ne puisse tout simplement pas blesser la figurine qui les attaque. En ce cas, elle pourra décider volontairement de rater le test de morale à la fin du duel perdu et donc fuir. Mieux vaut faire ça sur des figurines qui ne peuvent pas effectuer de percée. Ou alors au pire, Comme dit avant, si jamais vous êtes mort avant votre rang d'initiative, vous ne combattrez jamais. La figurine est morte et retirée du jeu, tant pis pour elle. Et enfin, votre mouvement de charge peut gagner un bonus ou peut-être un malus en fonction de votre caractéristique de mouvement qui est sur la fiche de référence. Typiquement, si vous bougez entre 1 et 4 pouces, vous avez -1 à votre jet de charge, donc si jamais vous lancez que vous avez fait 10, ça fera 9. Si vous bougez entre 5 et 7, ce qui est la plupart des figurines de ce jeu, vous n'avez pas de bonus. Si vous bougez entre 8 et 10, vous avez +1. Entre 11 et 12, vous avez +2. Et si vous bougez de 13 pouces ou plus, vous avez carrément +3. Mais dans tous les cas, on ne peut jamais déclarer une charge à une unité qui est plus loin que 12 pouces, malgré les bonus, et on ne peut jamais dépasser 12 pouces de mouvement. C'est juste que vous arriverez plus facilement à faire 12. On va voir donc un exemple concret de corps à corps avec des cataphractii Thousand Sons contre les légionnaires d'Archangel. Les 5 cataphractii ont chargé les légionnaires et bénéficient donc tous d'un bonus de +1 à l'attaque dû à la charge. On va donc commencer par le rang d'initiative 4 qui est le rang le plus haut parmi toutes les figurines engagées dans ce corps à corps. C'est-à-dire que 10, 9, 8, etc. on les a fait mais on les a zappés parce qu'il n'y a aucune figurine qui peut taper à ce rang d'initiative. Ce rang d'initiative concerne donc 9 des Space Marines et 3 des cataphractii. On verra pourquoi juste après. Ils vont donc taper en même temps, mais pour des raisons de cohérence, on va d'abord faire taper les cataphractii, puis les Space Marines, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, si jamais il y a des morts dans les deux camps, ils taperont quand même. Les cataphractii équipés de 2 armes de corps à corps bénéficient également de +1 en attaque. Effectivement, quand on a 2 armes de corps à corps, on a encore +1. Ils ont donc 2 attaques de base, +1 pour la charge, +1 parce qu'ils ont une paire d'armes de corps à corps. Ils vont jeter un total de 13 dés parce que dans les armes de corps à corps griffe éclair, il y a le sergent qui lui a 3 attaques. C'est donc 13 attaques d'une CC de 4 contre une CC de 4, ça touche donc sur du 4+. On fait 6 touches que l'on va devoir convertir en blessure. Une force de 4 contre une endurance de 4, on blesse encore une fois sur du 4+. Hop, on en réussit 3 et on en rate 3. Cependant, comme je vous l'ai déjà dit, certaines armes ont des règles spéciales et les griffes éclairs bénéficient de la règle spéciale lacération. Ça permet de relancer les jets de blessures ratés. On relance donc ces triple 1 pour avoir une touche de plus. Ça fait donc une blessure de plus, pardon. Ça fait donc 4 blessures. La pénétration d'armure à la PA des griffes éclairs est de 3, ce qui nous fait donc du coup directement 4 PV en moins. Comme il n'y a qu'un seul PV par Space Marine, ça fait donc 4 Space Marines de moins. Les 2 autres cataphractii ont des gantelets énergétiques. Les gantelets énergétiques, le sergent aussi d'ailleurs en a un, réduisent l'initiative du porteur à 1. C'est pour ça qu'il ne tape pas maintenant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 4 d'Archangel qui sont ici morts et retirés comme perte vont quand même taper parce qu'on est toujours au rang d'initiative 4. Les Space Marines font donc leurs attaques, CC de 4 contre une CC de 4, ils font leurs attaques, touchent donc à 4+, c'est parti. Ils font brillamment 7 touches, qu'ils vont relancer pour blesser de force 4 sur une endurance 4, ça blesse encore une fois sur 4+. Ils font donc 5 blessures, c'est vraiment très fort pour des pauvres Space Marines légionnaires contre des cataphractii. Ils n'ont aucune arme de corps à corps spécifique et tapent donc avec le profil arme de corps à corps tout à fait standard qui est de force utilisateur, pas de pénétration d'armure. Donc les cataphractii ont droit à la sauvegarde d'armure de 2+. Manque de bol, ils obtiennent 2-1,
Un cataphractii ayant 2 PV, 1 perd son premier PV, et à partir du moment où on enlève un point de vie sur une figurine, on est obligé de continuer à mettre les blessures obtenues non sauvegardées sur cette figurine jusqu'à ce qu'elle soit morte. Elle a donc 2 PV, on va donc en enlever 1. Pour, bien évidemment, le bien de ce tuto, je vais enlever un Space Marine avec un gantelet énergétique. Comme ça, il ne tapera donc jamais. Et vous voyez que c'est assez important de bien choisir les figurines qu'on enlève. On en a terminé pour ce rang d'initiative. On enlève donc les pertes. Tout ça, c'est mort. Et on arrive donc au dernier rang d'initiative qui nous intéresse, le rang d'initiative 1, où il nous reste du coup un cataphractii avec gantelet énergétique et le sergent avec gantelet énergétique. Pour que ça soit plus clair, on fait commencer d'abord le cataphractii. Ça a 2 attaques. CC4 rendu 4, ça touche sur du 4+, c'est 2 touches. Une force x2, donc 4 x 2, 8. Ça blessera donc sur du 2+, c'est énorme, force 8. Raté, c'est cassé. Ça fait donc 2 blessures. Un gantelet énergétique, c'est pénétration d'armure 2. Ça veut dire que il y a absolument 2 morts dans l'unité. On n'est pas obligé cependant de mettre les blessures causées au rang d'initiative 1 par cette figurine sur le sergent. On peut donc enlever 2 autres Space Marines qui eux ont déjà tapé et sont morts. Le sergent d'escouade a lui aussi 2 attaques et va faire exactement pareil que le cataphractii et va le taper du coup CC4 sur CC4, ça touche à 4+. Il en rate une, mais il en réussit une. Force de 8 également, puisque x2 avec le gantelet énergétique contre une endurance de 4. Il blesse donc sur du 2+. 2 tout pile, il l'a blessé. Alors, une règle spéciale intervient. À Horus Heresy, il y a certaines armes qui sont tellement fortes qu'elles peuvent vous broyer d'un seul coup et vous tuer sur le coup, malgré plusieurs points de vie. Le cas le plus courant de cette règle spéciale qui s'appelle mort instantanée est que la force d'une arme qui est 2 fois supérieure ou plus à l'endurance de la cible gagne cette règle de mort instantanée. Là, c'est le cas, une force de 8 contre une endurance de 4 pour cette pauvre figurine de cataphractii gagne la règle spéciale mort instantanée. Le gantelet énergétique étant de pénétration d'armure de 2, il n'a pas le droit à sa sauvegarde d'armure de 2. Heureusement pour lui, le cataphractii avec sa superbe armure cataphractive justement, bénéficie d'une sauvegarde invulnérable de 4+. S'il l'a réussi, il n'aura rien. S'il la rate, il mourra donc sur le coup puisque la force de 8 du gantelet énergétique est beaucoup trop pour lui à résister. Il a fait 3, c'est terminé, il est mort sur le coup. On retire donc la figurine comme perte. Le combat est donc terminé, on a perdu 2 figurines à 2 PV de ce côté-là, ce qui fait donc 4 PV perdus dans le total du combat. Et ici, on a perdu 6 Space Marines à 1 PV chacun, donc 6 là-bas. Ce sont donc les cataphractii qui gagnent le combat. Les Dark Angels restants doivent donc faire un test de morale pour savoir s'ils fuient ou non, avec un modificateur négatif égal à la différence des 2 résultats, ici 6 et ici 4, donc 2. Ils vont donc faire un test de morale à 8, capacité de morale du sergent, moins 2. Ils obtiennent 10, plus 2, 12, c'est beaucoup plus. Ils s'enfuient donc en arrière de 2 des 6 pouces, à savoir 4. Les Terminators ont une armure excessivement lourde et résistante, mais malheureusement, la règle spéciale de ces armures cataphractii les empêche de faire une percée. Si ça avait été l'inverse, et que les Terminators avaient perdu par exemple 6 PV et les Dark Angels 5, eux auraient fait un test de commandement, et si jamais ils l'avaient raté, typiquement comme ça à 11, ils seraient partis en arrière, et eux ont le droit de faire une percée. On aurait donc fait une percée avec les Dark Angels qui auraient jeté un dé, obtenu 6 par exemple, plus 4 pour leur initiative, c'est-à-dire 10, et les Space Marines Thousand Suns cataphractii auraient obtenu un 5 plus 4 pour leur initiative, ça aurait fait 9, 10 contre 9, l'escouade de Dark Angel aurait réussi sa percée, et tous les Terminators seraient morts. On arrive donc au dernier point qui est le moral. Ce n'est pas une phase à part entière, mais ça a carrément un petit chapitre dans le livre de règles parce que vous pouvez vraiment très souvent avoir besoin de tester le moral de votre troupe. Il faut bien différencier test de morale et test de commandement. Vous pouvez aller voir dans le livre de règles la différence. Mais globalement, c'est juste que de temps en temps, vous avez des unités qui peuvent réussir tout leur test de commandement et d'autres qui peuvent réussir tout leur test de morale, ce qui ne veut pas dire que c'est toujours la même chose.
Parce que certaines règles vous demanderont de faire des tests de com à certains moments et d'autres à des tests de morale. Voilà, vous avez compris l'idée quoi. On va voir ici le cas d'école d'une unité qui est en déroute. Du coup, une unité en déroute, c'est une unité qui a raté un test de commandement et qui est toujours en vie, pas comme les 4 infectés. À partir du moment où une unité est en déroute, la seule et unique action qu'elle peut faire, c'est se déplacer de 2d6 pouces vers son bord de table de déploiement. Si jamais pour une raison quelconque, qu'elle soit bloquée par des figurines ennemies ou autre, elle ne peut pas effectuer ce mouvement de 2d6 pouces, elle est alors complètement détruite et enlevée de la table. Comme je vous ai dit, les chocottes à Horus Heresy, mieux vaut pas. L'unité en déroute fera bien évidemment, avant l'action de mouvement de 2d6, un test de morale à chaque début de phase de mouvement pour voir si elle le réussit ou non. Si jamais elle le réussit, elle se regroupe alors immédiatement et peut de nouveau agir normalement. Voilà, vous savez maintenant comment se passe un tour complet de Horus Heresy. Mais Horus Heresy est un jeu bien fait et en tant qu'adversaire, vous n'allez pas vous faire chier pendant toute la durée du tour adverse. Et c'est pour ça qu'on a inventé les réactions. Les réactions sont des réactions que vous pouvez faire à la phase de mouvement, de tir et d'assaut adverse pour entraver la stratégie, faire des petites manipulations, des mouvements, des tirs, etc. Ça rend le tour beaucoup plus dynamique. Alors les réactions, comment ça marche? De base, vous avez le droit à une réaction par phase pour le tour adverse. Alors du coup, il y a 3 phases, vous avez suivi, donc vous avez droit à 3 réactions par tour adverse. Ça, c'est le quota standard pour tout le monde. Certains personnages, tellement stratégiques, tellement puissants, ou d'autres traits de seigneur de guerre, ou même rites de bataille, ce sont des règles spéciales qui englobent les légions, vous permettront peut-être, des fois, d'augmenter le nombre de réactions que vous pouvez faire par phase. Ce nombre de réactions ne pourra jamais excéder 3. Ce qui veut dire que du coup, vous allez pouvoir faire entre 3 et 9 réactions par tour adverse, entre 1 et 3 réactions par phase. Pour faire une réaction, c'est facile, vous devez désigner une unité qui veut faire une réaction en fonction d'une unité adverse. Effectivement, les réactions ne sont pas obligatoires, il faut qu'une unité adverse déclenche la réaction. Donc si vous êtes assez stratégique, vous pouvez éviter de déclencher telle ou telle réaction. Par exemple, si à la phase de mouvement, cette unité d'Archangel finit son mouvement à 12 pouces ou moins et en ligne de vue de cette unité Thousand Suns, elle pourra donc alors réagir. Les réactions de base ont toujours 2 choix, un choix plus agressif et un choix un peu plus défensif. Typiquement, dans notre exemple de réaction, comme on est en phase de mouvement, la réaction offensive sera de déplacer votre unité de votre valeur d'initiative en direction de l'unité ennemie, et la réaction défensive sera de déplacer votre unité de votre valeur d'initiative à l'opposition de votre unité qui a déclenché la réaction. Dans le jeu, il existe 8 réactions génériques. Vous avez 2 réactions en phase de move, 2 réactions en phase de tir, 2 réactions en phase d'assaut, une réaction spéciale pour les véhicules et également une autre réaction spéciale. Chaque légion Space Marine, donc les 18 légions Space Marine présentes dans les 2 libères, Liber Astartes et Hereticus, ont chacune une réaction spécifique à leur légion. Comme les autres armées comme Custode, etc. ne sont pas encore sorties, on peut penser que quand leur Liber sortira, ces unités auront également une réaction unique propre à leur armée. Donc, comment marchent les véhicules? Je vous préviens, c'est un gros morceau, mais c'est un morceau vraiment très sympathique parce que les véhicules ont des règles beaucoup plus poussées qu'à Warhammer 40 000 et ça les rend vraiment très stylés, plutôt stratégiques et cool et différent en fait. Donc comme je disais, si jamais vous connaissez uniquement le système de Warhammer 40 000, les véhicules sont très différents ici et ça commence avec leurs caractéristiques. On remarque qu'ils ont en commun mouvement et capacité de tir avec les autres figurines, mais tout le reste est remplacé par 3 valeurs. Le blindage, qui est lui-même divisé en 3 petites parties, les PC qui signifie point de coque, en gros c'est les points de vie mais version blindée, et enfin la capacité de transport si il y en a. Sur certains véhicules, comme par exemple le Kratos, il n'y a pas de capacité de transport parce que ce n'est pas un véhicule de transport, il est là que pour tuer des gens, pas amener les autres au combat. Même si la caractéristique de mouvement est la même, les véhicules se déplacent différemment. Effectivement, ils peuvent en gros se déplacer de 3 façons différentes. Soit ils restent à l'arrêt, donc ils ne se déplacent pas, comme ça ils pourront tirer avec l'entièreté de leurs armes sans aucun malus. Soit ils se déplacent de moins de la moitié de leur valeur de mouvement, auquel cas ils pourront tirer sans pénalité avec toutes leurs armes qui ne sont pas de type artillerie ou destructrice, auquel cas ces 2 types d'armes, si le véhicule s'est déplacé de moins de la moitié de son mouvement, ne pourront tirer qu'au jugé. Et souvenez-vous qu'on ne peut pas tirer avec des armes à gabarit au jugé.
Et enfin, si le véhicule se déplace de plus de la moitié de son mouvement jusqu'à sa valeur de mouvement maximale, il ne pourra alors tirer qu'avec une seule arme que vous choisirez. À plein potentiel, toutes ces autres armes tireront au jugé. Les terrains sont aussi beaucoup plus impactants pour les véhicules. Là où la plupart des unités traiteront ce terrain comme un terrain difficile, c'est une navette qui s'est écrasée, les véhicules traiteront ça comme un terrain dangereux. Pour avancer dans un terrain dangereux, c'est facile, vous jetez un dé et vous espérez ne pas faire un 1. Si vous faites un 1 avec votre véhicule dans un terrain dangereux, c'est le méga drame. Pourquoi? Eh bien typiquement, mon Spartan, il traverse un terrain difficile, je jette un dé, je fais malheureusement un 1. Un véhicule qui raterait son test de terrain dangereux en avançant, s'arrêterait alors immédiatement, perdrait tout de suite un point de coque et subirait le résultat immobilisé sur le tableau de dégâts du véhicule. C'est-à-dire qu'il ne bougera plus jamais de toute la partie. Je vous avais dit que c'était un drame. Aussi grave que ce soit si jamais vous avez une figurine en contact socle à socle qui a la règle spéciale guerrier artisan, entre parenthèses X ou étant la valeur à obtenir pour pouvoir activer la règle, vous pourrez alors le réparer. Typiquement, un guerrier de la forge des légions, en gros c'est un tech marine, pourra réparer sur un 4 ou plus un résultat immobilisé d'un char. Mais faut-il encore qu'il soit en contact socle à socle. Pour en finir avec la phase de mouvement, alors si les véhicules ne peuvent pas taper au corps à corps, ils peuvent par contre littéralement rouler sur tout le monde. Ça s'appelle un éperonnage. Grosso merdo, il s'agira d'annoncer une distance que votre véhicule va parcourir et il fera du coup ce mouvement jusqu'à ce qu'il arrive à un pouce d'une unité. Attention, vous pouvez toucher des unités amies et ennemies avec ça. Il faut faire attention à vos unités. L'unité concernée subira alors des 6 touches automatiques, c'est-à-dire touches automatiques, il ne restera plus qu'à faire les jets de blessure, d'une valeur de force égale à la moitié du blindage, avant divisé par 2, arrondi au supérieur si jamais c'est par exemple blindage 13. Par exemple, ce Spartan qui veut éperonner ses pauvres Dark Angel, hop, une fois arrivé au contact, leur fait un des 6 touches de force 7, blindage 14 divisé par 2, ça fera 6 beignes, ça fait mal. Fin de la phase de mouvement pour les véhicules, on en arrive à la phase de tir qui est sûrement la plus compliquée pour les véhicules. Alors si jamais votre adversaire a de bonne foi, ce n'est pas tant compliqué que ça, mais c'est à peu près la phase où vous pouvez le plus vous prendre la tête avec des gens qui grappillent. Mais vous inquiétez pas, j'ai préparé un truc spécial pour vous pour que vous soyez tranquille avec ça. Vous avez remarqué tout à l'heure sur leur profil qu'il y avait 3 valeurs de blindage. Effectivement, c'est une valeur de blindage par arc. Il en existe 4. Avant, les 2 flancs, gauche et droite, et arrière. Pour blesser un véhicule, il faudra savoir sur quel blindage vous l'avez touché, avant, flanc ou arrière. Il y a des véhicules sur lesquels ça ne fait aucune différence. Effectivement, le Spartan est 14-14-14. Donc lui, que vous le blessiez sur le côté, sur l'arrière ou sur le devant, ça ne changera rien à sa vie. Mais par exemple, sur un Rhino, ça changera parce que le Rhino est 11, 11, 10. Vous avez remarqué que je dis souvent les nombres les uns après les autres et c'est toujours, par convention, blindage avant, puis flanc, puis arrière. Donc quand je dis 11, 11, 10, c'est 11 devant, 11 à côté et 10 derrière. Le blindage de notre ami le Rhino arrière est de 10. C'est un blindage tout pourri. Pourquoi c'est tout pourri, vous allez me dire? Eh bien c'est parce qu'en fait, pour blesser un véhicule, vous allez prendre la force de votre arme qui tire et ajouter un D6. Si vous faites la même valeur que le blindage ou plus, vous le blessez. Donc en gros, un blindage de 10 sera possiblement blessé par un bolter de force 4. Il suffit de payer son 6. 6 et 4, 10, ça blessera le blindage si vous êtes à l'arrière du Rhino. Ce qui en fait donc un blindage tout pourri. Parce que vous pouvez tirer dessus avec littéralement 40 marines et vous finirez bien avec 40 touches à 3 et puis des blesses à 6 par lui enlever ces 3 pauvres points de coque. On va voir ça plus en détail avec un exemple. Ce Dreadnought avec autocanon Gravis va tirer sur ce Rhino. Il touche normalement sur du 2+. Full touche. Il a une force de 7 et c'est un blindage de 11, il va donc blesser sur du 4 ou plus. Il obtient 4, 5 et 6. Ça cause donc une touche superficielle et 2 touches pénétrantes. Quelles sont les différences entre une touche superficielle et une touche pénétrante? Eh bien la touche superficielle va enlever un point de coque. Hop, par exemple sur le Rhino, on passe de 3 à 2. La touche pénétrante va faire exactement la même chose, mais en plus va causer des dégâts superficiels ou permanents au véhicule. Les véhicules subissent des dégâts qui sont répertoriés dans votre livre de règles ou dans la fiche technique qui vous est donnée avec le livre de règles. Et il y en a qui font un peu chier mais qui sont pas graves, comme typiquement équipage secoué ou équipage sonné, et il y en a qui sont un petit peu plus graves, comme par exemple arme détruite. Arme détruite c'est quand même assez chiant parce que vous allez littéralement devoir choisir une arme, c'est celui qui possède le véhicule qui choisit, et cette arme sera détruite et ne pourra
pourra plus jamais tirer de toute la partie. Un résultat immobilisé, c'est comme tout à l'heure, vous n'allez plus jamais pouvoir bouger de la partie, à moins qu'un Techmarine vienne vous réparer. Sur ce tableau, on remarque aussi que pour 7 ou plus, il y a le résultat explosion. Or, comment on fait pour avoir un résultat de 7 ou plus avec un dé à 6 faces? Et bien là, la pénétration d'armure rentre en jeu. Une pénétration d'armure PA de 2 vous ajoutera 1 au jet sur le tableau, et une pénétration d'armure de 1 vous ajoutera 2 au jet. Donc en gros, vous aurez une explosion sur un 5 ou plus avec une arme qui tire à pénétration d'armure 1. Revenons donc à notre exemple. L'autocanon a fait sa touche superficielle, ce qui enlève un point de coque à notre ami le Rhino. Il passe à 2. La blessure à 5 fait donc un point de coque en moins au Rhino, plus un dégât qui est disponible sur le tableau de dégâts. 6. Immobilisé, il ne pourra donc plus jamais bouger de toute la partie. Notez que si on obtient un résultat immobilisé sur un char déjà immobilisé, il perd à la place un point de coque supplémentaire. Et enfin le 6 active la règle spéciale perforant entre parenthèses 6+, de l'autocanon. Une règle spéciale perforant indique que quand vous atteignez le chiffre en question, donc ici 6, l'arme n'est plus non pas à sa PA normale, mais devient PA2. Donc on va pouvoir jeter sur le tableau de véhicule notre dé et espérer faire 6 pour arriver avec le bonus de PA à 7 et donc qu'il explose. C'est un 6. Il explose. Le char perd donc son dernier PV et en plus il explose. Quand un char explose, on jette un D6. Ça nous donne la portée de l'explosion, là c'est un 1, donc toutes les figurines, là il n'y en a pas, mais si jamais il y avait des figurines à 1 pouce du char, elles auraient toutes pris une touche de force 8, touche automatique, sans PA. C'est-à-dire que par exemple la Space Marine aurait été blessée sur du 2+, mais aurait eu sa sauvegarde d'armure à 3. Une fois que le char a explosé, il est retiré comme perte. Notez cependant que si jamais un char perd son dernier point de coque, mais qu'il n'explose pas, il est réduit à l'état d'épave et reste là sur la table en tant que décor. Il devient un terrain à part entière pour tout ce qui est ligne de vue, etc. Et il ne peut juste plus être joué, il est mort. Mais c'est une épave. Si jamais vous avez une unité qui est disposée en ligne et qui voit potentiellement deux faces d'un véhicule, il va falloir séparer lesquelles peuvent tirer sur telle ou telle face et faire deux poules de touches et de blessures distinctes. Sauf si bien sûr les deux valeurs de blindage sont les mêmes, là auquel cas vous vous en foutez. Si vous tirez par exemple sur l'avant et le flanc d'un Rhino, 11-11, c'est pareil. Mais si vous êtes partagé entre 11 et 10 de valeur de blindage, vous allez vouloir maximiser le nombre de personnes qui vont tirer sur le blindage 10, bien évidemment, parce que ça sera plus facile pour blesser. Pour bien déterminer les axes de vue, je vous invite à acheter cette petite chose qui est un laser. Le lien est dans la description, c'est juste un petit peu chiant, il faut coller en fait les trucs entre eux, mais j'ai fait un tuto pour ça qui se trouve à la fin de cette vidéo. C'est un laser qui fait des lignes, et donc globalement cette ligne il suffira de la mettre sur votre char entre les deux extrémités opposées, les deux angles opposés, comme on l'a vu sur le dessin, pour savoir qui tire sur quel flanc, enfin sur quel blindage. Par exemple, vous placez donc le laser entre une extrémité et l'autre extrémité pour avoir l'arc de coque en question. Ça vous donnera donc le nombre de figurines qui tapent dans un blindage, ici là, ça tapera sur le blindage de flanc, et tout ça, ça tapera sur le blindage arrière. Si une figurine est partagée en deux entre deux valeurs de blindage différentes, c'est le joueur qui possède la figurine coupée en deux qui choisit sur quel blindage il va taper. Bien évidemment, ici, il va taper sur le blindage arrière qui est inférieur d'un point au blindage de flanc. Ce laser vous permettra aussi de mieux tirer avec les armes de vos véhicules. Effectivement, ils ont plusieurs types d'armes, ils en ont 5 en fait. On va voir ici les plus courants. Les armes de monture latérales, comme par exemple les deux quad canons laser qu'on a sur les deux côtés d'un Spartan. Ce sont des armes latérales et elles peuvent tirer sur leur côté. Pour déterminer le côté d'un arc, c'est tout simple, vous mettez le laser tout pile au milieu de votre char, tout ce qui se trouve d'un côté est l'arc du côté en question, donc ici par exemple l'arc droit du Spartan est de ce côté, le canon laser ici pourra tirer sur toutes les figurines qui sont découpées par le laser sur ce côté-là, et inversement, le canon laser ici pourra tirer sur tout ce qui est de l'autre côté du rayon laser. Les armes de coque qui sont du coup enfoncées dans la coque du véhicule. Là par exemple le bolter lourd du Spartan est une arme de coque avant, il ne peut donc tirer que dans la valeur de blindage avant, comme on l'a vu tout à l'heure à la phase de tir adverse. Les arcs de coque pour les armes de tir sont les mêmes que les arcs de blindage. Le bolter lourd incrusté du Spartan ne peut tirer donc que devant, sur l'axe de blindage avant, qui est également l'axe de arme de coque avant.
Et enfin, les armes de tourelle qui sont quand même très répandues, vous pouvez en trouver sur des figurines qui sont du style le Kratos par exemple, il a une tourelle au-dessus, le Predator, et ces armes-là peuvent tirer sans aucune restriction à 360 degrés. C'est tout le principe d'une tourelle d'ailleurs. Et pour en finir avec les véhicules, on va voir maintenant le transport. Effectivement, certains véhicules, comme on l'a vu tout à l'heure, ont des capacités de transport, et d'autres non. C'est donc déterminé sur sa fiche technique si jamais il a une capacité de transport ou non, et ça vous dira aussi combien de figurines vous pouvez mettre dedans. Typiquement, un Spartan peut transporter 26 figurines. Il y a certaines figurines, comme par exemple les Primark, qui ont des règles spéciales massif X, où X, entre parenthèses, prend en compte le nombre de places que la figurine va prendre dans un transport. Typiquement, un Terminator a la règle spéciale massif 2, c'est-à-dire que dans un Spartan de 26 places, vous ne pouvez mettre que 13 Terminators, parce que chaque Terminator prend 2 places. Pour le transport des figurines, vous pouvez commencer avec des figurines embarquées dans votre transport au début du jeu. Vous pouvez aussi embarquer pendant la partie. Pour ce faire, c'est facile, il suffit juste d'arriver à 2 pouces d'un point d'accès. Les points d'accès sont les portes qui sont physiquement sur les figurines. Un Spartan aura donc un point d'accès à l'avant et sur les côtés, là où un Rhino aura des points d'accès à l'arrière et sur les côtés. Pour débarquer d'un véhicule, vous placez la figurine en contact, puis après, elle peut effectuer son mouvement de distance normale, ici 7 pouces. Et vous répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez tout déplacé. Le seul moyen de débarquer sans restriction d'un point d'accès est un débarquement d'urgence, auquel cas vous pouvez directement mesurer votre mouvement en partant de la coque du véhicule, peu importe que ce soit devant ou derrière. Important à savoir, les figurines qui ont débarqué peuvent tirer normalement à ce tour, mais ne pourront pas charger à la phase de charge suivante. Bien évidemment, certaines règles spéciales peuvent outrepasser cette règle générale, comme par exemple la règle spéciale véhicule d'assaut de notre ami le Spartan. Vous pouvez donc débarquer d'un Spartan et charger à la phase d'assaut suivante. Voilà rapidos tout ce que je peux vous dire sur les véhicules. Il en existe beaucoup, des véhicules qui sont blindés, des véhicules qui sont lourds, des véhicules glisseurs comme les land speeders, les volants, des marcheurs, des super lourds, etc., etc. Tout ça est défini et expliqué dans le livre de règles. Et bien évidemment, vous n'en avez pas besoin tout de suite, mais je vous invite à lire tout ça pour vos futures parties où vous voudrez intégrer des chevaliers, des land speeders, etc., etc. Comment trouver les règles spéciales et autres informations pour vos figurines dans les bouquins? Que ce soit vos unités ou encore leurs armes, elles ont très souvent des règles spéciales. Par exemple, voici la fiche tactique d'une escouade de Légion. C'est la page 44 du Liber Astartes et ou Hereticus. On voit qu'elle a la règle spéciale Legiones Astartes X, Fureur de la Légion et Cœur de la Légion. Les règles spéciales les plus communes se trouvent dans le livre de règles, et je vous conseille à chaque fois que vous cherchez une règle spéciale, de prendre votre livre de règles, d'ouvrir l'index et de chercher la règle en question. Donc on va chercher la première, Legiones Astartes X. Et vous voyez qu'elle est ici, Legiones Astartes X, entre parenthèses, règle spéciale, page 244. On va donc à la page 244, et on y trouve bel et bien la règle Legiones Astartes X, qui nous donne du coup une règle spéciale qui s'appliquera à toutes les figurines ayant la règle Legiones Astartes X, toutes les unités. Fureur de la Légion maintenant. Je cherche donc à F, hop, c'est classé par ordre alphabétique, ça c'est bien. Et il n'y a pas. Quand la règle n'est pas présente dans le livre de règles, ça veut dire qu'elle est disponible dans le Liber. Les règles spéciales vont de la page 116 à la page 127, des règles spéciales des Legiones Astartes. Ça ne s'applique donc qu'aux Legiones Astartes. Et donc, bien évidemment, c'est encore classé par ordre alphabétique. Heureusement, on cherche Fureur de la Légion et Cœur de la Légion. Ah, on trouve Cœur de la Légion. Cette règle-là s'appliquera donc à notre escouade tactique. Et on cherche également Fureur de la Légion qui se trouve juste ici. Fureur de la Légion. Voilà. Et voilà comment trouver les règles spéciales de vos unités. À chaque fois, c'est la même chose. Et ensuite, pour tout ce qui est équipement et armes, ça sera dans les libères en question. Il n'y a aucun équipement, ou presque en tout cas, et aucune arme, ou presque, dans le livre de règles. Là, vous avez typiquement tout l'arsenal des Legiones Astartes, donc toutes les armes qui sont disponibles pour vos figurines. Les armes vont de la page 128 à 138, et vous voyez également que c'est classé par type. Là, vous avez tout ce qui est arme auto, c'est-à-dire fusil à pompe, canon rotor, autocanon Reaper, le canon d'assaut, l'autocanon Gravis, le canon Predator, etc., etc. Vous avez les armes à bolt, donc bolter, combi-bolter, bolter lourd, etc., etc. Les armes combinées, les armes à conversion, à graviton, désintégratrice, à fusion laser flamme et à missile.
mais également du coup, bon, Plasma Volkid, vous avez compris, les armes de corps à corps qui sont là juste après, avec les armes tronçonneuses, donc épée tronçonneuse, tronçonneuse lourde, hache tronçonneur, point tronçonneur, etc., etc., les armes de force, les armes énergétiques, etc. Et vous avez tout ça, et juste derrière ça, donc page 140 des Libères, et les équipements vont de la page 140 à 147. Dans les équipements, vous pouvez par exemple trouver la différence entre une armure Terminator Tartaros et une armure Terminator Cataphractii. Vous voyez que la Tartaros a 2+ de sauvegarde et une invulnérable à 5+, et c'est tout, mais que les Cataphractii ont une 2+ de sauvegarde et une invulnérable à 4+ au lieu de 5+, cependant, elles ne peuvent pas faire de percée, en échange de la sauvegarde invulnérable à 5+. L'armure énergétique, par exemple, disponible donc pour quasiment tous les Space Marines, vous donne une sauvegarde armure à 3+. Et juste après les derniers équipements, on arrive sur d'autres pages qui sont consacrées aux légions, mais ça c'est le sujet de plusieurs prochaines vidéos. Voilà donc comment trouver toutes vos règles spéciales et équipements pour vos figurines. Maintenant, on va voir comment créer votre liste. Avant toute chose, il va falloir choisir si vous êtes loyaliste ou renégat. Bien évidemment, il est précisé dans le bouquin que pendant l'hérésie d'Horus, dans toutes les légions, on a au moins trouvé une force qui n'était pas en accord avec la décision globale de son primarque. Vous pouvez donc typiquement jouer des Sons of Horus loyalistes voués à l'empereur en vous prenant pour les derniers Luna Wolf sortis tels Loken. Et ça, c'est super stylé. Ensuite, vous allez être soumis à un organigramme de force. Il est obligatoire de prendre un QG et 2 troupes. L'organigramme de force, vous pouvez le trouver dans le livre de règles et sinon page 11 du Liber Astartes/Hereticus. D'ailleurs, pendant qu'on y est, le Liber Astartes et le Liber Hereticus ont exactement le même contenu jusqu'à ce qu'on arrive à la première légion qui les concerne, l'Archangel et ou Emperor Children en fonction du Liber que vous avez choisi. Il est donc obligatoire de prendre un QG et 2 troupes et tout le reste est optionnel. Vous vous arrangez comme vous voulez tant que vous ne dépassez pas la limite en points. Limite en points que vous vous serez fixé avec votre adversaire avant la partie, bien évidemment. Vous n'allez pas vous ramener avec 1500 points quand l'autre aura 2000. Vous remarquez également que vous ne pouvez pas excéder 25% de la valeur totale de votre armée en unité seigneur de guerre et ou primarque. Effectivement, c'est beaucoup trop fort et ça casserait le jeu. Donc, un quart max. Rares sont les primarques qui dépassent les 500 points, et en fait, il n'y en a que 2. Vous avez ce bon vieux Horus et ce bon vieux Magnus. Ces 2 figurines sont les 2 seuls primarques à dépasser 500 points, et donc ce sont les 2 seules figurines que vous ne pouvez pas jouer au format 2000 points. Il faudra donc augmenter la valeur en points de votre armée pour pouvoir jouer ces 2 primarques. Notez qu'Horus a un profil incroyable qui s'appelle Horus Exalté, qui le fait monter à 1000 points, c'est-à-dire que Horus en façon exaltée, il faut le jouer dans une armée qui fait au moins 4000 points. C'est énorme. 1000 points la figue. Démentiel. Vous remarquez qu'il y a un possible détachement allié. Vous pouvez sélectionner une autre légion que votre légion principale pour ce détachement, mais vous serez alors soumis à des règles d'allégeance qui sont déterminées par un tableau disponible dans le livre de règles ou page 12 de vos libères. Ça déterminera à quel point les 2 légions se font confiance. Bien évidemment, il vaut mieux être frère de sang que allié de circonstance ou par ordre de l'empereur ou du maître de guerre uniquement. Là, ça craint du boudin. Ensuite, il faudra sélectionner un trait de seigneur de guerre pour votre seigneur de guerre. Il en existe 3 génériques qui sont disponibles dans le livre de règles ou page 15 de votre libère. Et bien évidemment, en fonction de la légion que vous aurez choisie, vous aurez accès à un ou plusieurs traits de seigneur de guerre propres à votre légion. Et pour finir, votre légion pourra avoir un rite de guerre. Les rites de guerre, ce sont des bonus qui sont donnés en échange de limitations pour votre armée. Vous avez des rites de guerre génériques qui sont disponibles de la page 96 à 103 de vos 2 libères, et bien évidemment vous allez avoir des rites de guerre propres à chaque légion. Il y a des légions comme par exemple les Dark Angels qui en ont vraiment beaucoup, et il y a des légions qui en ont un petit peu moins, ça dépend. Les Dark Angels en ont beaucoup pour représenter toutes les wings disponibles, Ravenwing, Deathwing, Dreadwing, etc., etc. Et il y en a qui en ont moins parce qu'ils sont moins tacticiens. Pour commencer vos premières parties, je vous conseille de mettre de côté les rites de guerre et les détachements alliés et de jouer tranquillement avec votre base de 1 QG 2 troupes et votre trait de seigneur de guerre. Ce sera déjà très bien pour prendre en compte toutes les règles qui sont déjà quand même pas mal grosses, il faut le dire. Ensuite, on en arrive à la phase psychique. Comment ça marche la phase psychique? Bah déjà, il n'y a pas de phase psychique. C'est très différent de ce que vous pouvez voir à Warhammer 40 000. En gros, les pouvoirs psychiques vont remplacer des armes. Vous pourrez par exemple, à la phase de tir, au lieu de tirer, lancer un pouvoir psychique qui soit fera des dégâts à l'ennemi, ou alors buffera, donnera des bonus au lanceur ou à une unité amie.
Pour lancer un pouvoir psychique, c'est facile, il vous suffit de faire un test de commandement. Test de commandement qui ne pourra pas être réussi automatiquement par des règles qui vous permettent de les réussir automatiquement normalement. Si jamais vous ratez votre test de commandement, vous allez prendre les périls du warp. Les périls du warp, c'est en gros des 3 blessures dans votre tronche qui ne peuvent être annulées que par des sauvegardes invulnérables. Les pouvoirs remplacent donc les armes et par exemple un personnage qui ne pourrait tirer qu'une seule fois en phase de tir, avec une seule arme en tout cas, ne pourra donc faire une seule fois un pouvoir qui stipule au lieu de tirer en phase de tir, vous pouvez faire ce pouvoir. Et après tout simplement vous lisez le pouvoir en question et vous résolvez son effet. Ça paraît compliqué mais c'est vraiment facile. Et enfin, dernier point de cette vidéo, on va voir un bref aperçu des personnages et des Primarques, parce que mine de rien, on ne joue pas à Horus Heresy pour ne jamais sortir de Primarque. Les personnages sont très importants à Horus Heresy et il en existe 2 types. Les standards, dont tout le monde se fiche un petit peu, ce sont tout ce qui est sergent, etc. d'unité, et les personnages indépendants. Il y a aussi les personnages nommés, mais on s'en fout, c'est pas vraiment un type, c'est juste qu'ils ne peuvent être pris qu'en un seul exemplaire, bien évidemment. Il n'y a qu'un seul Horus, un seul Magnus. Les personnages indépendants sont très bien parce qu'ils peuvent rejoindre d'autres unités, ils sont indépendants. Ils peuvent aussi du coup, puisqu'ils sont indépendants, rester tout seuls. Et comme j'ai dit juste avant, chaque sergent dans une unité est un personnage. Par contre, il n'est pas indépendant lui, il ne peut donc pas quitter son unité. La particularité la plus intéressante et marrante des personnages est qu'ils peuvent lancer et relever des défis. Pour ça c'est tout facile, quand on arrive au corps à corps et qu'on a un personnage qui peut lancer un défi, il peut lancer son défi. C'est d'abord le joueur dont c'est la phase, c'est-à-dire la phase d'assaut, qui va lancer un défi en premier, et si jamais il ne le fait pas, son adversaire pourra lancer un défi s'il a des personnages bien évidemment éligibles. Quand vous lancez un défi, votre adversaire devra alors soit l'accepter, soit refuser. Si jamais il le refuse, le personnage sera mis de côté et il ne tapera tout simplement pas. Et si jamais il l'accepte, les 2 figurines seront reportées autre part, mises en contact socle à socle et se battront l'une contre l'autre. Pour résoudre le défi, c'est facile, on fait de la place aux 2 personnages pour qu'ils rentrent en contact socle à socle. Si jamais ce n'était pas possible, on les écarte pour les mettre en contact socle à socle le plus proche possible de tout le reste. Et après, on continue la mise au contact normalement pour le reste de l'unité. Et les 2 personnages vont donc se la donner tout seuls au corps à corps. Je plains ce monsieur. Toutes les blessures en excès ne sont pas transmises aux autres figurines de l'unité, il mourra comme un brave en sauvant ses camarades, mais toutes ces blessures en excès sont prises en compte dans le total pour savoir qui gagne le combat. Et bien évidemment, on ne peut pas finir une discussion sur les personnages sans parler des plus importants à Horus Heresy, ils sont 18, vous le savez, ça s'appelle les Primarques. Les Primarques font partie de mes figurines préférées, et les Primarques ne s'appellent pas Primarques pour rien. Ils sont tellement forts qu'ils ont un type d'unité à leur nom. Pour refléter leur toute puissance, ils ont du coup pas mal de règles vraiment très fortes. Bien évidemment, ils ont personnages indépendants, mais aussi guerrier éternel qui les empêchera de mourir de la règle spéciale mort instantanée. C'est-à-dire qu'une arme de force, par exemple, qui gagne la règle spéciale mort instantanée, ou une valeur de dommage qui serait 2 fois supérieure à l'endurance d'un Primarque, ne pourra jamais le tuer sur le coup. Un Primarque perdra juste 1 PV, point barre. Ils ont également la règle spéciale sans peur, c'est-à-dire qu'ils réussiront obligatoirement tous les tests de commandement, de regroupement ou de pilonnage, et ça se transmet à l'unité qu'ils ont rejointe, si jamais ils en ont rejoint une. Ils ont également Il est invincible, entre parenthèses 5+, qui est une règle spéciale qui vous fait récupérer sur le chiffre à obtenir au dé, ici 5+, 1 PV par tour. C'est-à-dire qu'à chaque début de tour, vous jetez un dé, si vous faites 5 ou plus, votre Primarque récupère un PV perdu. Ils ne sont bien évidemment pas affectés par les types d'armes et pourront tirer sans problème, peu importe le mouvement ou l'arme utilisée, et également charger malgré un tir en phase de tir avec une arme qui empêcherait normalement de charger. On ne peut également pas modifier négativement leurs caractéristiques, c'est-à-dire qu'une CC de 8 d'après-marque ne sera jamais à 7 ou moins, impossible. Et ils tirent toujours à leur capacité de tir maximum, même quand ils sont contraints à tirer au jugé. Et enfin, et ça c'est vraiment très fort, toutes les blessures qu'un Primarque va infliger à une unité sont non pas allouées par le possesseur de l'unité en question, mais par le possesseur du Primarque. C'est-à-dire que s'ils chargent la bonne unité, avec la figurine qu'ils veulent sniper, ils vont la sniper. Et enfin, bien évidemment, ils sont obligatoirement votre seigneur de guerre. Si jamais vous avez une liste avec plusieurs Primarques, il faudra en choisir un. Et là, je ne vous ai cité que les règles génériques du type d'unité Primarque. Ils ont chacun des règles spéciales pour refléter au mieux leur style de combat et autres attributs spécifiques à eux. Par exemple, Magnus est un très grand psycheur,
et l'Emmanuel c'est un grand malade au corps à corps. Et voilà, c'est donc tout pour cette deuxième vidéo d'initiation aux règles d'Horus Hérésie. Avec ces deux vidéos, vous pouvez largement faire une partie tranquillou, mais encore une fois, ça ne vous dispense pas de lire tranquillement le livre de règles en parallèle pour pouvoir compléter vos parties et qu'elles soient de mieux en mieux au niveau des règles. C'est un jeu vraiment très riche, c'est un petit peu lourd à prendre en main, mais comme je vous l'ai déjà dit, une fois que vous avez pris en main les règles globales, vous aurez beaucoup moins de mal à vous adapter à telle ou telle armée, parce qu'il y a énormément de règles en commun, et je trouve ça très bien. C'est un jeu aussi, comme je l'ai dit à la première vidéo, très réaliste, notamment au niveau des véhicules, des terrains, etc. Et c'est fortement sympathique à pratiquer. Pensez à vous abonner si jamais ça vous a plu, vous avez les liens en description pour soutenir la chaîne, ça aide vraiment beaucoup, sinon un petit partage, un commentaire, ça fait aussi très plaisir. Ciao ciao.